Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois, en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors, on a eu beaucoup d'actualités sur le nucléaire cet été. On a beaucoup parlé dans les médias des difficultés financières d'EDF, de la signature de nouveaux réacteurs à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, pour cette émission de rentrée de la demi-heure radioactive, nous avons choisi de revenir, encore une fois, aux fondamentaux de la question nucléaire, c'est-à-dire la dangerosité de la technologie atomique et l'impuissance de l'être humain à contrôler cette technique, donc l'impuissance de nos gouvernants à nous protéger contre ces dangers. Nos différents gouvernements, cependant, tentent de nous faire croire qu'ils sauraient contrôler cette technique et protéger les populations en nous abreuvant de normes, de mesures, de critères, de chiffres parfaitement incompréhensibles au commun des mortels. C'est pourquoi notre attention a été attirée par une alerte lancée par la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Une alerte lancée sur un projet de décret relatif justement à la protection des populations contre les dangers des rayonnements, c'est-à-dire la protection de vous et moi contre les dangers de la prochaine catastrophe nucléaire, entre autres. Donc un décret qui modifierait le code, qui va modifier le code de la santé. Donc, on va essayer de décrypter tout ça avec le président de la CRIRAD, Roland Desbordes, qui est en ligne avec nous au téléphone. Bonjour Roland. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu vas devenir un habitué. En préambule, j'aimerais bien vous lire un extrait de ce projet de décret. C'est un paragraphe qui concerne la gestion des situations d'urgence radiologique, c'est-à-dire, comprenez, la catastrophe nucléaire fait partie de ces urgences radiologiques. Alors, je vous lis ça, c'est l'article, je pense, modifié du Code de la santé. Alors, on y va. Pour l'application du principe d'optimisation prévu à l'article L 1333-3 et fixer un niveau de référence à 100 000 millisieverts en dose efficace reçue pendant la durée de la situation d'urgence radiologique comprenant tout type d'exposition. Voilà. Alors là, il s'agit bien de notre santé et de nos vies. Alors, l'enjeu de l'émission, là, on a une demi-heure avec Roland Desbordes pour que tout le monde, à la fin de cette demi-heure, comprenne ce que cette phrase veut dire et veut dire en termes de notre santé et de voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on commence tout simplement, Roland, si tu veux bien, par la définition de ce que c'est qu'un sievert, un millisievert, parce que là, on nous dit, quand il y a une catastrophe, le niveau, c'est 100 millisieverts. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi 100 millisieverts? Un millisievert, c'est l'unité dans le nucléaire qui devrait le plus nous intéresser, nous, les simples citoyens, parce que ça exprime les dégâts dans le corps humain, donc dans le vivant, provoqués par les rayonnements ionisants, c'est-à-dire les rayonnements émis par les atomes radioactifs. Les dégâts qui vont se traduire, qui vont les endommagements des cellules de notre corps par les rayonnements. Ces rayonnements, il faut pas l'oublier, sont de très haute énergie et sont capables de détruire chacun plusieurs centaines de cellules, plusieurs milliers dans certains endroits de notre corps. Donc, ces endommagements des cellules, ces dégâts, vont se traduire à la suite par des pathologies. Les pathologies les plus connues, c'est les cancers, c'est les anomalies génétiques si les cellules concernées sont les cellules de reproduction, mais aussi tout un tas d'autres pathologies que l'on peut corréler à ces dégâts
c'est-à-dire les problèmes cardiaques, les problèmes de diabète insulinodépendant, les problèmes de cataracte, d'immunité, etc. Ceux-là ne sont pas reconnus. Officiellement, il n'y aurait que des cancers et des anomalies génétiques. Et on peut donc chiffrer à partir de la dose reçue, de ce qu'on appelle la dose efficace, c'est-à-dire celle qui va faire les dégâts. L'efficacité dans ce cas-là, ça veut dire c'est un joli mot, oui. On apprécie, oui. Voilà. Et donc, à partir de ces dégâts, combien de pathologies vont pouvoir apparaître dans la population? Alors, ces connaissances qui ont été établies au fil du temps, à partir beaucoup des études des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, ont permis de pouvoir donner des chiffres. En gros, on donne 1 millisievert, on reçoit donc des dégâts de 1 millisievert, l'équivalent de 1 millisievert en dose efficace pour 100 000 personnes qui reçoivent 1 millisievert. On sait que ça va provoquer 17 cancers, dont 5 seront mortels, et un certain nombre d'anomalies génétiques. Donc ce n'est pas énorme, entre guillemets, mais c'est quand même pas rien. Tu as dit Excuse-moi, tu as dit combien de cancers sur 100 000 personnes? Alors, 17 cancers sur 100 000, ouais. Et dont 5 seront mortels, parce qu'il y a des cancers guérissables. Pour nos responsables, un cancer guérissable, c'est rien. C'est entre guillemets un bon cancer. Mais c'est pas vrai. On le sait très bien. Un cancer, ça reste un cancer. Ça, dire 100 000 personnes, 17 cancers, ça peut paraître très peu. Il faut savoir que ça, ce sont des faibles doses et qu'elles s'appliquent à toute la population. Or, nous sommes 60 et quelques millions de Français. Nous sommes tous concernés par le risque nucléaire, que ça se passe chez nous ou chez nos voisins. On l'a bien vu avec Tchernobyl. Et donc, il faut raisonner non pas sur un petit groupe, mais sur l'ensemble de la population française. Et là, si vous faites le calcul, 60 millions de Français, pour arrondir, 5 morts par 60, ça vous fait 5 morts, ça fait sur 3 000 morts par an. Parce que cette limite-là de 1 millisievert, c'est la dose maximale annuelle considérée comme acceptable par nos experts. Donc ça fait, si le nucléaire fonctionnait normalement, hors situation accidentelle, on est à 1 millisievert par an, eh bien chaque année, alors évidemment ça va s'étaler dans le temps, mais si chaque année on reçoit 1 millisievert, eh bien chaque année ça provoquera dans le futur 3000 morts par an. Voilà ce que disent ces chiffres. Donc, ce chiffre-là, il est très important puisque ça nous dit combien les dégâts que nos experts, internationaux et nationaux, ont décidé de nous infliger comme punition, quelque part, puisqu'on a accepté le nucléaire, donc il faut en accepter les risques. Alors, ce millisievert, pour qu'on comprenne bien, c'est 1 millisievert par an, donc ça c'est la norme, comme tu as dit, en fonctionnement, comme tu as dit, acceptable, on met ça entre guillemets évidemment, puisque ça veut dire qu'on accepte 3000 morts déjà, par cancer, pas par autre maladie. Alors, non, évidemment, là, je dis bien, les normes officielles ne comptabilisent que les cancers et les anomalies génétiques. Toutes les autres pathologies ne sont pas validées, entre guillemets, par les experts, comme étant donc quantifiées et validées comme étant dues à la radioactivité, alors que toutes les études les plus récentes, au contraire, montrent qu'il y a des effets génétiques, épigénétiques, cardiaques, etc. Oui, etc. Bon, voilà. D'accord. Donc, on est prêt déjà à sacrifier 3000 morts. Allez, voilà. C'est déjà, c'est déjà suffisant, j'allais dire. Je crois qu'il faut que les gens aussi sachent, c'est que ce qu'on appelle ce risque-là, qui a été évalué par les experts et par des scientifiques, on a fixé la barre à ce niveau-là. Pourquoi on l'a fixé là? Eh bien parce que si on l'avait fixé plus bas, c'est-à-dire moins d'un millisievert, à 0,5, à 0,1, 0,01, 0,001, eh bien ça coûterait trop cher et donc on ne le fera pas. C'est ce que les experts ont considéré comme le risque acceptable. Il ne faut pas que ça fasse trop de morts, mais il en faut quelques-uns quand même pour que le nucléaire puisse exister, fonctionner, avec des coûts dits raisonnables. Oui, voilà, acceptables. Raisonnables, voilà. Donc c'est bien la norme et il faut bien toujours le savoir est un équilibre, un compromis plutôt entre
un risque sanitaire inacceptable, énorme, et un avantage financier technique. D'accord. Alors, qui décide de voilà, quel endroit on met la barre? Qui décide de ça? C'est pas vous et nous. Ah ben ça. C'est des experts dont les noms d'ailleurs sont souvent anonymes, c'est-à-dire on ne sait pas. Par exemple, la directive européenne au nom de laquelle on va modifier le Code de la santé publique en France, c'est pour ça qu'il y a cette consultation et qu'on en parle aujourd'hui, cette directive européenne a été élaborée par des experts dont les noms sont tenus secrets. C'est une exception dans le nucléaire encore, ça. D'accord. Voilà. Parce que normalement, les gens censés s'occuper de notre santé, on a quand même, par exemple, l'OMS, non? Ils font rien, là? Non, l'OMS ne s'est plus intéressé du tout au nucléaire depuis les accords de 1959. Alors, ces accords de 1959, c'était, pour dire simplement, tout ce qui est rayonnement ionisant, c'est l'AIEA qui va s'en occuper, c'est-à-dire l'Agence de promotion du nucléaire. L'OMS a abandonné le terrain. L'OMS n'a plus d'experts dans le nucléaire. C'est pour ça que l'OMS se contente de signer des documents rédigés par les experts de promotion du nucléaire. Ça explique un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. D'accord. Alors, on en a parlé ici dans diverses émissions. Alors, il y a quand même des organismes là qui se baladent avec des noms. Enfin, personne ne sait ce que c'est évidemment. CEPN, CIPR. Enfin, toutes ces commissions là, plus ou moins. C'est eux en fait qui fixent les normes. Eux proposent les normes. La CIPR, Commission internationale de protection radiologique, c'est un regroupement, au départ, c'était que des médecins du monde médical, et ils avaient découvert dans les années 30 que la radioactivité pouvait leur poser des dommages, à eux médecins, qui la pratiquaient, oui. La radiologie en particulier. Donc ce sont ces médecins-là qui se sont dit, on a une pratique qui peut nous causer des dommages, donc on va créer une commission internationale de protection radiologique. C'était dans l'objectif justement de se protéger, les travailleurs et les personnes du public, contre les dangers des rayonnements ionisants. Sauf que cette CIPR n'avait aucune légitimité pour proposer des normes à tous les pays. Donc elle ne propose que des recommandations. Sauf que cette CIPR a fait un bon travail dans un premier temps, et ce qui fait que ces recommandations étaient, je dirais, bien ficelées, bien argumentées. Oui, voilà, au moins il y avait un argumentaire. Voilà. Il y avait un argumentaire. Disons ça. Elles étaient adoptées par tous les pays progressivement derrière la CIPR. Sauf que le lobby nucléaire a bien compris qu'il y avait un enjeu énorme, parce qu'à un moment donné, dans les années 1990, donc c'est pas si vieux que ça, la CIPR a commencé à proposer des normes qui allaient gêner le nucléaire. Donc baisser des limites, parce que les études faites sur Hiroshima, Nagasaki, les travailleurs du nucléaire, toutes les études qui sortaient dans les années 90 montraient qu'on avait sous-estimé le risque. Puis il y avait eu Tchernobyl. Donc il fallait, si on ne voulait pas plus de morts, il fallait baisser les limites. C'est ça les lois mathématiques. Oui. Si on veut 2 fois moins de morts, il faut 2 fois moins de doses. Donc la CIPR a commencé à proposer des recommandations qui ont commencé à gêner le lobby nucléaire. Yves Lenoir a bien décortiqué tout dans son bouquin, La comédie atomique, comment ça a grenouillé là autour de la CIPR, parce que là, le lobby a réellement senti un peu la gêne. Jusqu'aux années 90, ça les gênait pas bien. Alors donc ils s'en moquaient, le lobby nucléaire. Là, dans les années 90, ils ont dit ça va nous gêner. La CIPR proposait de diminuer les limites par 10 entre les années d'avant et à partir de 96, à partir des années 90. Donc le lobby nucléaire a compris qu'il y avait un enjeu, c'est pour ça qu'ils ont tout fait auprès de la CIPR pour ne pas diminuer les limites par 10, mais par 5. Donc on a perdu un facteur 2 là. Ouais. Et à partir de là, et il y a Tchernobyl évidemment là au milieu, le lobby nucléaire a carrément compris qu'il fallait rentrer dans la CIPR. D'accord, et donc ils ont noyauté tout ça et...
Exactement. Et ils ont réussi à rentrer dedans. Et aujourd'hui, ceux qui, à la CIPR, s'occupent justement des situations accidentelles, ce dont on parle aujourd'hui, eh bien, ce sont les gens du lobby nucléaire qui ont réussi à y rentrer. Et on comprend pourquoi la CIPR n'a plus du tout aujourd'hui de légitimité pour moi, dans la mesure où elle n'est plus garante, je dirais, d'abord de sérieux scientifique et de protection des populations. D'accord. Contrairement à ce que son nom dit, c'est IPR. D'accord. Bon, alors donc on a bien compris le rôle du lobby nucléaire dans ces instances de soi-disant protection de la population. On va revenir à nos millisieverts parce que j'ai l'impression que ces normes-là, enfin ces normes acceptables, elles varient selon les... on va peut-être prendre, tiens, par exemple, ce qui était acceptable. Alors là, on parle de situation accidentelle, de situation d'urgence radiologique, parce que pour moi, c'est pas un accident. Hein. Le mot accident, déjà, c'est pas par hasard que ça arrive. Ces situations catastrophiques, à Fukushima, à Tchernobyl, à quel niveau, à quel nombre de millisieverts on a maintenu les populations en risque radiologique, enfin en danger radiologique, voilà. Alors, c'est difficile de dire exactement parce qu'on n'a pas de chiffres exactement sur ce qu'ont encaissé les populations. Ce qui est certain, c'est qu'à Tchernobyl ou à Fukushima, on a pris les mesures de protection des populations, certes totalement insuffisantes, certes beaucoup trop tard, ce qui fait que les gens ont encaissé des doses qui sont difficiles de reconstituer après coup en tout cas. Là, aujourd'hui, on est en train de parler du prochain accident probable, mais presque. On n'entend pas bien. Ces plans, ils sont là pour, je dirais, comme guide, pour servir de guide aux autorités qui vont avoir à gérer. Et on va faire des calculs en disant, voilà, il est sorti tant de radioactivité du réacteur. D'après les modèles scientifiques, on estime que les populations qui sont là vont donc encaisser dans une première phase qu'on appelle d'urgence, c'est-à-dire l'immédiat, quand on est sous le rejet, oui, vont encaisser des doses de temps de becquerel dans l'air, qui vont donner tant de becquerel dans l'eau de pluie, qui vont donner tant de becquerel dans la salade. C'est quel type de radioéléments, quelle population vit là, est-ce que c'est des enfants, des adultes, etc. Et on va pouvoir faire tourner ce qu'on appelle des modèles, et qui vont permettre de donner un chiffre en disant l'estimation de la dose reçue dans la phase d'urgence et pendant le rejet et de temps. En résultat de c'est une estimation. Je peux vous signaler, parce que ça c'est très important, que notre expert national, l'IRSN, l'Institut de radioprotection nucléaire, c'est l'expert qui fera ce travail si l'accident se produit demain en Europe, en ce qui concerne nous la France, et à propos du Japon et à propos de Fukushima, notre expert s'est complètement trompé dans ses estimations. C'est-à-dire que si on avait écouté l'expert IRSN au moment de Fukushima, c'est-à-dire au lendemain des explosions, eh bien, l'estimation de l'IRSN, c'est qu'il n'était même pas nécessaire d'évacuer 1 kilomètre autour de la centrale. Heureusement, les autorités japonaises n'ont pas écouté l'IRSN, ont évacué d'abord 10, puis 20. Certes, c'est insuffisant, il aurait fallu aller à 80. Mais c'est vous dire que notre expert national, à qui on se référera dans ce cas-là pour engager des mesures de protection, déjà il a sous-estimé énormément la situation à Fukushima et bon, c'est grave quoi. Voilà. Alors, ce qu'on nous propose là, en France, c'est donc 100 millisieverts. Donc là, on a compris 100 millisieverts par rapport à 1 millisievert par an déjà, qui est la dose dite acceptable. Mais c'est 100 millisieverts sur quelques jours. Voilà, c'est ça ce que j'allais demander. C'est 100 millisieverts en phase d'urgence. Pendant, c'est ce qui a marqué là dans cette phrase que j'ai lue au début, 100 millisieverts en dose efficace, maintenant on sait pourquoi elle est efficace, reçue pendant la durée de la situation d'urgence radiologique. Alors, voilà. C'est-à-dire, qui mesure la durée de la situation d'urgence radiologique ? On ne peut pas, on la mesure pas avant. Après coup, on considère que les rejets, c'est la période ce qu'on appelle des rejets massifs.
La radioactivité est dans l'air, elle se dépose au sol, elle est dans l'eau de pluie, elle est dans tous les compartiments de l'environnement. C'est ce qu'on appelle la phase d'urgence. Après, cette radio va se déposer. Et vous allez la retrouver évidemment dans votre assiette, quelque part, un peu plus loin. C'est la phase qu'on appelle post-accidentelle. Alors, à l'avance, il n'est pas possible de savoir combien de temps va durer la phase d'urgence. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner une durée précise. Et ça reste très flou, c'est vrai, dans les textes, c'est de dire c'est la période où les rejets massifs ont lieu. Bon. Mais Tchernobyl, ça a duré 10 jours. Fukushima, ça a duré 1 jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phase d'urgence, pour moi, c'est pas un élément très clair qui permet de dire à l'avance, de le programmer, si vous voulez. Parce que oui, moi aussi, alors déjà, évidemment, on se dit 100 millisieverts. Comment c'est mesuré? Qui décide? Enfin, bon, déjà, on se demande comment on peut mettre une barre comme ça. Bon, ensuite. Moi, ce qui ce qui me gêne, il y a tellement de choses qui me gênent que je peux même plus. Mais cette situation d'urgence, comme tu l'as dit, après, on va nous expliquer que bon, bah là, ça va mieux, etc. Pouf, pouf, ça va beaucoup mieux, et on va appeler ça la situation post-accidentelle. Oui, alors la première chose qu'on va faire, c'est effacer la dose reçue dans la phase d'urgence. C'est-à-dire, on dit, bon, ça y est, la phase d'urgence est passée, on remet les compteurs à 0 et on redémarre un nouveau comptage. Ah, d'accord, il y a un cumul alors. Et oui, il y a encore ça. Et ça, on oublie souvent. Les Japonais qui vivent en zone contaminée, ça fait 5 ans qu'ils se bouffent de la radioactivité. Voilà. Et les doses efficaces ne se remettent jamais réellement à 0. Les dégâts dans le corps ne s'effacent pas. Donc, il faut ajouter les doses au fil des années qui s'écoulent. Donc, on prend un accident nucléaire, il y a la phase d'urgence, on se prend 50 millisieverts, et après on rentre dans la phase post-accidentelle, et là on continue de se prendre des doses. Et l'addition, au final, évidemment, elle est très lourde. Parce que si, au final, 30 ans, 40 ans après, vous avez toujours de la contamination, c'est le cas par exemple un peu à Tchernobyl, eh bien ça veut dire que sur une durée de 20 ans, 30 ans, vous allez vous encaisser non pas 20 ou 30 millisieverts, mais 300, 400, 500 millisieverts. Au final, l'addition est énorme. Voilà. Et alors, dans c'est bien, enfin là, c'est une arnaque complète, quoi. Donc, toujours dans le même, la proposition le projet de décret, qui va gérer, donc qui va modifier le code de la santé. Donc, on a cette phrase là sur justement à quel moment on décide que c'est plus un plan d'urgence. Voilà. Eh ben, le représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet, décide de la fin de la situation d'urgence radiologique. Alors, cette décision est prise en tenant compte notamment, alors le notamment j'aime bien, des critères suivants. 1. Le retour de l'activité à l'origine de la situation d'urgence radiologique à l'état sûr. Qui décide de ça? 2. L'arrêt de rejet significatif. Qui décide de ça? 3. L'absence de nouvelles menaces de rejet radioactif. Je veux juste prendre l'exemple de Fukushima, dont on dit qu'on est en gestion post-accidentelle, alors qu'ils sont assis sur une bombe. Alors que les rejets continuent. Ah bah absolument. Et que... Voilà. C'est pour ça que quand je parle de rejet significatif, il faut faire attention, tous les mots ont une importance. Là, on voit que c'est très flou, c'est ce que je disais tout à l'heure. La fin de la phase d'urgence, c'est, en gros, c'est plus le bordel, quoi. Enfin, on essaye de reprendre la main. Là, c'est flou tout ça, parce que les rejets continuent, ils peuvent continuer plus longtemps. C'est les rejets significatifs. Le significatif, c'est pas vous ou moi qui décidez, c'est les experts, c'est le préfet qui va décider ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas. Et ce qui pour lui est significatif n'est pas forcément significatif pour nous. Pour nous, ça peut être catastrophique. Donc, ces mots ont une importance. Et là, dans la phrase au début, tu as parlé de la première, c'est la phase dans le principe d'optimisation. Oui. Alors ça c'est le mot clé qu'il faut pas oublier dans la situation accidentelle. C'est nos experts veulent optimiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les coûts au niveau le plus bas, entre guillemets, qu'il est possible, acceptable, qu'on va arriver bien à faire accepter aux gens.
C'est l'optimisation, c'est-à-dire comment ça va coûter le moins cher possible. Eh ben, évidemment, en protégeant le moins possible les populations. C'est ça l'optimisation. Et ce qu'on présente comme étant des normes, c'est-à-dire des vraies limites, ce qui était le cas avec Tchernobyl et avec Fukushima, des vraies limites, même si elles n'ont pas toujours été bien appliquées, deviennent ce qu'on appelle des niveaux de référence. Ça, c'est le nouveau concept aussi. C'est-à-dire que c'est un niveau de référence, c'est une limite que l'on peut faire dépasser à une partie de la population. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 personnes, nos experts considèrent que s'il n'y a que 10 000 qui sont concernés, on a optimisé. Alors ces 10 000-là, ils s'en prennent plus, les autres en prennent un peu moins. Voilà comment on applique le principe d'optimisation. C'est beau, hein ? Non, mais c'est tout à fait effrayant. Enfin, je peux même pas imaginer comment des gens qui écrivent un code de la santé arrivent à de telles aberrations. Donc, je voulais juste dire aussi. Donc, proposer des chiffres et la France, comme par hasard, propose d'adopter les fourchettes les plus hautes dans les deux créneaux qui étaient proposés par l'Europe. On a 58 réacteurs quand même. Hein. Ah, ben oui. puis on en a à vendre. Hein. Que la France a applaudi à cette directive européenne, mais on pouvait penser que nous serions au moins protégés avec la fourchette minimum, c'est-à-dire le mieux protégé, c'est-à-dire dans la dose la plus basse. Donc pour la phase d'urgence, l'Europe propose de 20 à 100. Eh ben, nous, notre ministère propose 100. Pour la phase post-accidentelle, qui elle peut durer beaucoup d'années, eh bien, l'Europe proposait de dire de 1 à 20. 1, c'est la limite qui n'est pas protectrice, mais au moins qui est dire on est presque revenu à une situation normale. Eh bien, notre ministère propose 20. C'est-à-dire la dose pour les travailleurs. Sachant que, oui, pour les travailleurs, qui sera appliqué aux nourrissons, enfin à tout le monde, parce que voilà, ça, on s'en fiche. Voilà. Comme à un homme qui mesure 1m80 et qui pèse 90 kg, mais enfin bon, ça c'est aller au point où on en est, c'est pas très grave, ça. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'on a parlé de faible dose, tu as parlé de faible dose au début et qu'on parle de cumul de doses. Donc à partir du moment, enfin moi je pense ça, à partir du moment où on édicte une norme, ça veut dire, même ou qu'on accepte une norme, ça veut dire qu'on pense que les faibles doses et les cumuls de doses seraient acceptables. Ça, pour moi, c'est un peu gênant. Voilà. Mais je suis d'accord. Tu le sais. C'est très difficile d'intervenir dans un dossier comme ça parce que soit on dit moi je suis contre le nucléaire, l'accident ça me concerne pas, donc je vais pas m'en occuper. Soit vous rentrez dans le dialogue entre guillemets ou dans l'information mais c'est scandaleux quand on voit tout ça. Alors moi j'estime que il faut s'y intéresser en se faisant pas d'illusions. C'est clair que si on n'arrête pas le nucléaire, c'est ce qui nous pend au nez. Il n'y a pas d'alternative malheureusement à ça. Et que ce soit un outil justement pour sensibiliser les gens au risque nucléaire, de dire voilà ce qui nous attend. Ça peut-être que ça réveillera des consciences chez nos concitoyens en tout cas. Bien, mais j'espère aussi, c'est le but, c'est le but du jeu. Je vais relire cette phrase pour voir si on a bien compris maintenant au bout d'une demi-heure. Exact. Donc, on est en gestion des situations d'urgence radiologique, autrement dit, la catastrophe nucléaire fait partie de ces urgences radiologiques. Alors, pour l'application du principe d'optimisation. Alors, le principe d'optimisation, on a bien vu que c'était une optimisation financière, On est d'accord. Oui, prévu à l'article 13, bon, 13, ça c'est le code de la santé, et fixer un niveau de référence à 100 millisieverts. Donc 100 millisieverts, on a vu que c'était 100 fois la dose dite acceptable annuelle fixée en situation dite normale. Je mets des guillemets partout parce que voilà. Donc 100 millisieverts en dose efficace. Donc on a bien vu que l'efficacité de la dose, c'était les dégâts. Reçus pendant la durée de la situation d'urgence radiologique. Cette durée, on ne peut pas la quantifier. Comprenant tout type d'exposition.
Bon, ça c'est gentil, c'est bien. Après, comment ils calculent difficile à évaluer. Oui, au Japon, Bah oui. pour situer par exemple, on ne mesure que le rayonnement externe. Quand C'est ce on que dit j'allais dire. Voilà. les gamins, ils vont avec un dosimètre à l'école, mais ça ne mesure que le rayonnement externe. C'est scandaleux. C'est l'image la plus horrible du Japon, c'est un gamin qui va à l'école avec un dosimètre autour du cou. Et ça prend pas en compte la contamination interne, évidemment. Absolument. Donc je crois que bien. Donc maintenant on a compris cette phrase, j'espère, et on a compris les applications, j'espère aussi. Voilà. Donc pour empêcher ça, faut arrêter l'exploitation des réacteurs nucléaires et toute la technologie atomique, n'est-ce pas? Oui. Alors, si les gens veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est programmé par notre gouvernement, ils ont la possibilité de le dire sur le site du ministère de l'Écologie. En allant sur le site de la CRAD, vous pouvez trouver un lien pour aller sur le ministère de l'Écologie et dire je suis pas d'accord ou vous êtes d'accord. Ça peut arriver aussi. Ah non, pas sur Radio Galère. On n'a pas d'auditeurs comme ça sur Radio Galère. et dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, comment vous êtes scandalisé qu'on puisse oser proposer. Il faut un culot extraordinaire pour oser proposer ce genre de choses à des citoyens lambda. Voilà, et par le gouvernement qui est censé nous protéger. Hein. C'est ce qu'on dit, voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Je voudrais te remercier, Roland. Donc, je vous invite à aller voir le site de la CRIRAD, évidemment. Le site, bien évidemment, du collectif Antinucléaire 13, où vous retrouverez toutes nos émissions de radio depuis 5 ans maintenant. On a fait pas mal de... On a fait un peu le tour de la question, mais c'est pas grave, il faut répéter. Je voulais... je sais pas, je vais faire un petit appel, puisqu'on a parlé d'argent. Je vais faire un petit appel, parce que je crois qu'il y a des difficultés un peu financières à la CRIRAD, ou en tout cas, on vous a un peu sucré quelques subventions, c'est ça ? Alors, c'est pas des subventions au sens où on l'entend, c'est des budgets de fonctionnement pour le réseau de balises, en particulier de la vallée du Rhône, les balises de surveillance de la radioactivité de l'air dans la vallée du Rhône, qui était financé à part égale avec toutes les collectivités locales, régions, départements, communes, et la région d'emblée tout de suite a dit non, donc ça c'est déjà un trou énorme, et on a bien peur que les collectivités locales, ces départements et communes suivent, donc c'est pour ça que si on veut être averti en cas d'accident nucléaire, ça commence déjà par là, eh bien, il faut faire fonctionner et soutenir un réseau de surveillance de la radioactivité de l'air indépendant des exploitants et de l'IRSN. Et ce réseau, il existe dans la vallée du Rhône. Mais aujourd'hui, les collectivités locales ont décidé, certaines en tout cas, de ne plus le soutenir. C'est pour ça que c'est ça la difficulté de la CRIRAD aujourd'hui. C'est pas un problème de gestion interne, c'est un problème de financement d'une prestation que la CRIRAD faisait pour les collectivités locales. Donc le message, c'est adhérer à la CRIRAD. Et j'ai un deuxième message, c'est que Radio Galère, c'est guère mieux. Enfin, c'est même pire, parce que par rapport à notre budget, je pense que c'est pire. Voilà, et donc on s'est fait couper une grosse subvention. Et donc, j'invite tous les auditeurs, auditrices de Radio Galère à faire circuler l'information. Si vous allez sur le site de Radio Galère, il y a un renvoi où vous pouvez faire un don, qui sera déduit de vos impôts, etc. Mais ce serait bien qu'on se mobilise un peu pour cette radio qui nous permet de dire ce qu'on a à dire en toute... C'est très important. Enfin, j'allais dire en toute impunité. Là, non, justement, pas en toute impunité, puisqu'on nous punit. Voilà. Merci Roland. Et puis, dans 15 jours, merci Sidi à la technique, et dans 15 jours pour une nouvelle émission.